Bonjour à toutes et à tous, merci de votre présence matinale. Je vais vous parler donc de l'effet Guépard au Phénix impératif, éducation nouvelle et moments réformateurs marquants dans l'éducation nationale en France de la Libération aux années 2000. Et, il y a un bon nombre d'années déjà, je m'étais interrogé dans un article de Pedagogica Historica que Sylvain Vagnon m'a fait l'honneur de citer hier après-midi, sur la solubilité des idées issues de l'éducation nouvelle, sinon de l'éducation nouvelle elle-même, dont on a vu au cours de ce colloque qu'elle était une nébuleuse, une mosaïque, une galaxie, avec beaucoup de divergences. Donc sur la solubilité des idées issues de l'éducation nouvelle dans l'institution scolaire d'État. Cette dernière se caractérisant, ou étant réputée se caractériser, par une pédagogie dite traditionnelle, quoique depuis longtemps non ignorante des méthodes actives, contrairement à la caricature qui a pu en être faite, et je renvoie sur ce point aux fines analyses de notre collègue Jean Housset dans son ouvrage de 2014, où il montre que les choses sont bien plus complexes. J'avais souligné à cette occasion l'opposition de deux cultures, comme cela a été rappelé, celle issue de l'éducation nouvelle, relevant manifestement de l'altérité par sa volonté d'installer un environnement éducatif radicalement différent, comme l'avait montré Adolphe Ferrière dès le début de son école active. Mais éducation nouvelle ayant aussi tactiquement besoin du négatif d'un autre, l'école d'État, pour mieux affirmer sa distinction et bien sûr sa supériorité. Je rappelle que Rita Hofstetter et Bernard Schnevely ont parlé à cet effet de diabolisation de l'école traditionnelle, et on trouve aussi, je crois, chez Jean Housset, l'idée d'artefact, pour une part, bien sûr. Cependant, d'emblée, avant de me consacrer à des exemples concrets empruntés à l'histoire éducative française du XXe siècle, comme je le ferai à nouveau ce matin, j'avais cherché en première approche à dialectiser mon propos en me référant à une réflexion de Daniel Hamlin, que nous aurons le plaisir d'entendre cet après-midi, concernant la pédagogue suisse du Tessin, Antonietta Boschetti Alberti, inventrice de la Scuola Serena. Celle-ci, enseignante fonctionnaire, avait d'abord été en difficulté avec son inspecteur, mais avait réussi, en obtenant finalement l'appui de sa hiérarchie, à introduire dans les classes de l'école publique les bienfaits des écoles nouvelles, je la cite, à introduire dans le système officiel quelques principes issus de l'éducation nouvelle, tels que liberté, auto-éducation, respect de l'individu. Cela se passait dans les années 20 du XXe siècle, et vous avez une image qui montre Maria Antonietta Boschetti Alberti avec des élèves. Dans sa préface de l'ouvrage de Damiano Mattacci, L'inimitable et l'exemplaire, consacré à Maria Antonietta, Daniel Hamlin affirmait « Maria Antonietta Boschetti fournit une excellente entrée pour aborder le mouvement de l'éducation nouvelle par une de ses composantes les plus aléatoires, la rénovation de l'entreprise éducative scolaire par une praticienne de l'enseignement officiel au sein de ce dernier. » Si je recourais à une catégorie qui a été élaborée par le sociologue Michel Crozier, je crois qu'on pourrait la ranger peut-être au rang des marginaux séquents. Bon, elle n'est pas la seule, on en a vu de nombreux exemples, et dans les conférences plénières et dans les ateliers. Je vais tenter de reprendre à nouveau frais, aujourd'hui, mon interrogation sur les rapports entre idées issues de l'éducation nouvelle et évolution du système éducatif d'État français, en me concentrant sur 4 moments signifiants de la fin de la Deuxième Guerre mondiale aux années 2000.
classe nouvelle, colloque d'Amiens, rapport Legrand, travaux personnels encadrés. Je le ferai en prenant appui sur mes propres travaux, largement étayés par des explorations d'archives, et bien sûr ceux d'autres collègues. Relativement à cette étude un peu ancienne que j'ai citée, ma perspective s'est quelque peu infléchie par la lecture faite depuis, grâce à Antoine Savoie, d'un article de Georges Berthier, paru en 1923 dans le numéro 8 du journal Pour l'ère nouvelle, dont il a été beaucoup question également, organe de la Ligue internationale de l'éducation nouvelle. Alors, Georges Berthier, comme vous le savez, a été directeur de l'école des Roches de 1903 à 1944. Et là où Daniel Hamelin parle de une des composantes les plus aléatoires de l'éducation nouvelle, Georges Berthier, certes, dans l'euphorie d'un moment fondateur, après avoir évoqué deux mondes initialement séparés, je disais deux cultures, s'exprimait en effet ainsi. 1923, donc. Nous devons nous considérer et tâcher d'être considérés comme les pionniers de l'école d'État, chargés d'une tâche qu'elle ne peut faire, mais dont les fruits doivent un jour lui revenir. Cet esprit, sous-entendu de l'éducation nouvelle, gagnera les lycées et les collèges. Il ne peut pas ne pas y pénétrer, que ce soit demain ou après-demain. Un propos assez singulier, à la fois optimiste, enthousiaste, prémonitoire, dans la mesure où sa prophétie a été au moins formellement réalisée à quelques reprises, comme nous le verrons, et réaliste en même temps que déceptif, une tâche qu'elle ne peut faire, remarque-t-il aussi. Il reste cependant que le directeur de l'école des Roches théorise la réduction de la coupure entre les deux cultures. D'où mes questions relatives à ce problème qui a été désigné comme problème de la porosité. Quelle porosité? Solubilité, digestion, dissolution et ou fécondation entre éducation nouvelle et école d'État. Questions qui serviront de fil rouge à mon examen historique de 4 moments marquants dans le système français et des leçons possibles à en tirer. Pourquoi? Bien qu'au fil du temps, l'école d'État se soit accommodée, ou même parfois accoutumée à des idées et pratiques issues de l'éducation nouvelle, et hier, Bérangère Colli nous a montré la présence des pratiques inspirées du montessorisme dans l'école maternelle, dans des écoles maternelles. Pourquoi les mêmes schèmes, les mêmes patterns finissent-ils toujours par reprendre le dessus en faisant passer sous la coupe de la tradition et de la reproduction du même les nouveautés qu'elle a pu accueillir? Essaimage et blocage. Pourquoi l'éducation nouvelle apparaît-elle en quelque sorte vouée à travailler le système dominant, à tenter de l'investir sans jamais parvenir à le subvertir en profondeur, comme l'a à la fois souhaité et mis en doute Georges Berthier, que je viens d'évoquer? Je propose ici de poser la question en termes de conflit de normes et d'essayer d'analyser les figures variables de ces conflits au prisme des quelques séquences historiques que je vais évoquer. Alors, si je prends d'abord pour repère la caractérisation faite par Francine Best de l'éducation nouvelle en 12 notions clés, c'est toujours assez risqué de vouloir réifier en 12 notions clés les caractéristiques d'une chose ou d'une idée. Mais Francine Best, la regrettée Francine Best, s'y est risquée, je m'y réfère, tout en ayant conscience que, évidemment, cet exercice a des limites. Mais je m'y réfère aussi, en soulignant quelques points, pour montrer ceux qui sont passés dans le discours de l'institution officielle, ceux qui sont très largement passés dans le discours de l'école d'État. Alors, je ne le détaille pas, je n'ai pas le temps,
et vous pouvez repérer ce qui semble avoir fait osmose. Alors, peut-être retrouverai-je dans mon investigation la distinction proposée autour de la notion de norme mercredi par Philippe Mérieux entre normalité, normalisation d'une part, et normativité instituante d'autre part. Sachant, comme l'a dit Philippe en d'autres termes, que les normes travaillent à organiser et stabiliser le monde, arrêtent des choix dans une plus ou moins longue durée en fonction de valeurs et d'attentes sociales. Mais ces normes qui nous sont nécessaires, elles sont évolutives, modifiables éventuellement. C'est ce que je me propose de considérer avec vous en abordant donc le premier moment, celui des classes nouvelles 1945-1952. Comme vous le savez, elles ont été les applications concrètes et actives de la commission de réforme de l'enseignement présidée à partir d'octobre 1944 par Paul Langevin. Elles ouvrent à la rentrée 1945, d'abord sous la forme de 6e nouvelle. Elles procèdent largement d'idées inspirées de l'éducation nouvelle, promues par Gustave Monod, professeur de philosophie, qui a enseigné un temps à l'école des Roches, lui aussi, vous l'avez jeune puis âgé, qui a été un combattant de la Première Guerre mondiale et qui en a eu une infirmité très handicapante. Il a enseigné à l'école des Roches, puis dans plusieurs lycées publics, avant d'être nommé à la Libération, à la direction de l'enseignement du second degré. Gustave Monod, qu'a évoqué Nicolas Palluau hier dans son intervention dans un atelier à propos de son militantisme aux Éclaireurs de France. Si l'éducation nouvelle trouve des centres de gravité, notamment, il en a été question également autour de la révolution copernicienne, plaçant l'élève au centre, comme l'affirmait Claparède dès 1905, les classes nouvelles n'en sont pas très éloignées, par toute une série de mesures, au moins dans le projet initial. Et l'objectif de Monod était non pas d'expérimenter à la marge, mais de modifier à terme en profondeur l'enseignement du second degré, conformément à un esprit largement inspiré, encore une fois, de l'éducation nouvelle. Dans une conférence de presse du 15 décembre 1948, alors qu'au fil des rentrées ont ouvert comme prévu des 5e, 4e, 3e nouvelles, à raison de 850 en France au total, Gustave Monod définit ainsi cet esprit, je le cite, « pratiquer une pédagogie d'orientation, concept fondateur, dans un environnement éducatif où nos enfants peuvent apprendre à devenir libres ». Alors, notre collègue brésilien Norberto Dallabrida a parlé des classes nouvelles dans un atelier et de leur diffusion, ce que je ne savais pas précisément, au Brésil à la fin de la décennie 50. La traduction pratique de ces idées des classes nouvelles fut la suivante, vous la connaissez, des petits effectifs, 25 élèves maximum par classe, de véritables équipes enseignantes, groupés volontaires, groupés autour d'un professeur principal, un enseignement basé sur des méthodes réellement actives, l'étude de l'environnement immédiat et le recours au centre d'intérêt, la pratique du travail manuel, très important, le développement des activités artistiques et physiques, des jeux rythmiques et dramatiques, des conseils de classe hebdomadaires, et des liens réguliers avec les familles, une nouvelle répartition du temps scolaire, l'idée d'une gouvernance plus démocratique par la transformation des relations maître-élève. Bref, toute une série de dispositions dont nous retrouverons ultérieurement des traces, quoique moins systématisées. Témoignages et archives nationales et locales que nous avons explorées récemment, Jean-Yves Segui et moi, rendent compte de la révolution introduite par ce biais dans le système du second degré, destiné à en changer l'esprit et la nature profonde. Je pourrais renvoyer aussi ici au témoignage
d'anciennes élèves du lycée Balzac de Tours, qui, dans un ouvrage intitulé Classe nouvelle et gai savoir au féminin, montrent les déplacements qu'ont opérés les classes nouvelles, notamment les déplacements des fonctions de genre. Au lycée du Parc de Lyon, François Gobelot, professeur de philosophie, chargé de mission sur les classes nouvelles, traitant des questions d'autorité des maîtres dans les classes fondées sur les méthodes actives, parle en positif de méthodes non propices au silence et à l'immobilité. Il a provoqué un véritable renversement de normes chez les collègues du lycée en faisant intervenir un professeur technique adjoint, qu'on appelait les PTA, spécialisé en montage et machine-outils, détaché de l'école des métiers de Lyon. Et évidemment, cela était extrêmement détonnant dans un lycée classique, traditionnel. Vous avez aussi sur l'autre image la revue qui a accompagné l'aventure des classes nouvelles, dossier pédagogique pour l'enseignement du second degré, et qui est l'ancêtre des cahiers pédagogiques, qui a été très bien étudié par Xavier Riondet notamment. À l'heure des premiers bilans, en 1949, un professeur de cet établissement, le lycée du Parc, M. Leclancher, très engagé dans la réforme, pourra constater « Nous avons, je le cite, nous avons parfois agi ou voulu agir au sein d'un grand lycée traditionnel comme s'il s'agissait d'un établissement novateur. Nous avons fait le maximum dans un environnement où 80% de nos collègues étaient hostiles aux classes nouvelles. Ainsi, nous sommes apparus comme turbulents et encombrants, qu'on excuse notre zèle s'il fut exagéré. » Les rapports d'inspection consultés aux archives nationales confirment ce point. En 1947, l'inspectrice Madame Mogendre a d'abord noté que l'inspection des classes nouvelles suppose, par rapport aux normes inspectorales alors en vigueur, une technique particulière, car ce n'est pas la performance individuelle d'un enseignant qui compte, mais le travail de toute une équipe. Cela était tout à fait novateur à cette époque. Elle a constaté de très grandes disparités selon les lieux et parfois même un enseignement très traditionnel mené sous le couvert de la pédagogie nouvelle. Relevons au passage que même chez les professeurs volontaires, François Gobelot trouvait à critiquer des comportements passéistes, non adéquats. Ainsi, d'un professeur de mathématiques, son nom, M. d'Alençon, avec un E, qui l'a visité et conseillé. Il lui fait des reproches bienveillants. Madame Mogendre, l'inspectrice, après avoir salué l'impression de chez soi de certaines classes nouvelles en raison de leur type d'agencement, insiste aussi sur la qualité des conseils de classe, je cite, « sources spirituelles par lesquelles les enseignants se renforcent ». Une autre inspectrice connue, Madame Odette Brunswick, se dit également frappée par la grande hétérogénéité de classes, pourtant instituée sur un principe commun. Elle opère une typologie distinguant entre enseignants volontaires, ralliés, certains par opportunisme, d'autres par conviction, et opposants. Ce sont les plus nombreux. Mais certains, parmi ces opposants, obligés d'admettre que, je cite Odette Brunswick, les élèves de ces classes sont plus confiants et francs, que la camaraderie y est meilleure et la fraude presque inconnue. Bien sûr, il s'agit de rapports d'inspection dus à des personnalités de l'administration a priori favorables. Les points négatifs relevés étant souvent renvoyés à des conditions contextuelles peu propices. Alors, le plan issu des travaux de la commission de réforme, plan Langevin-Wallon ayant été rendu public en mai 1947, dans une conjoncture politique désormais peu porteuse d'unité nationale, c'est le moins qu'on puisse dire, l'aventure classe nouvelle continue tant bien que mal jusqu'à la retraite de Monod en 1951. Déjà en 1949, Aristide Bellay, directeur du premier degré,
avait contraint Monod à réécrire le texte d'un projet de loi en lui faisant inverser l'ordre de préséance des méthodes, à l'avantage des méthodes traditionnelles. La première rédaction, Monod avait mis en premier les méthodes actives. Puis, le successeur de Monod à la direction du second degré, Charles Brunold, change complètement de perspective en revenant à une conception fixiste, déterministe, assignatrice de l'enseignement. Cite le texte, une réforme de l'éducation doit conduire chaque élève à la place à laquelle il est destiné par ses aptitudes, toujours en s'inspirant des besoins réels de notre société, dans le cadre d'une scolarité obligatoire jusqu'à 14. Dans ce retournement d'optique du directeur, on pourrait dire qu'il y a une certaine forme de réduction du principe d'éducabilité, dont il a été aussi question. On peut relever la conjonction de circonstances politiques nouvelles par rapport à l'euphorie de la libération, d'un retour à des conceptions idéologiques et politiques conservatrices, incluant une vision des aptitudes assimilées à des dons, et de la seule pertinence des méthodes pédagogiques, ou de la pertinence prioritaire des méthodes pédagogiques traditionnelles, le tout dans un cadre économique redevenu malthusien. Par circulaire du 30 mai 1952, Brunold remplace les classes nouvelles par des classes pilotes. Simple changement d'étiquette, non pas de fer de lance d'une réforme générale, les classes nouvelles, en devenant pilotes, deviennent en fait une simple marge du système, ou, pourrait-on dire, sa caution temporaire. État de fait qu'un parent d'élève du lycée Gay-Lussac de Limoges déplore auprès de son député, en vue d'alerter le président du conseil du moment, Henri Queuille, originaire de la même ville. Ce parent d'élève dit « Nous regrettons que l'emploi du temps consacré aux travaux libres soit fortement réduit et qu'une si bonne innovation, les classes nouvelles, devienne maintenant totalement inefficace. » À la fin de la décennie 50, Roger Gall, directeur de la recherche à l'Institut pédagogique national, collaborateur de Monod, partisan des méthodes nouvelles, pourra nostalgiquement constater, je le cite, « Quelle est l'avancée de l'éducation nouvelle ? Le plan Langevin-Wallon, les classes nouvelles ont failli officialiser les méthodes nouvelles. » Alors, je ne serai pas original en constatant qu'en l'espèce, le classique conflit de normes entre références et valeurs de la conservation d'une part, du progressisme d'autre part, s'est résolu d'autant plus aisément que le conflit de normes pédagogiques traversant la culture professionnelle des enseignants de second degré, comme on l'a vu, était très nettement à l'avantage du traditionnalisme, par-delà les clivages politiques eux-mêmes. Et je pourrais prendre ici l'exemple du professeur Maurice Lacroix, qu'au moins quelqu'un dans la salle a eu comme professeur à Henri IV, lequel Maurice Lacroix combinait tout à fait socialiste, progressiste, combinait dans sa conception une orientation politique de gauche, une volonté de démocratisation du second degré, mais un élitisme relatif au latin, à l'enseignement du latin et aux méthodes d'enseignement du latin. Il a été chargé d'un rapport sur les classes nouvelles, rapport très mitigé, mais où on voit que pour les enseignements qui comptent, ce sont les méthodes traditionnelles qui ont l'avantage à ses yeux. Et je lui ai appliqué le qualificatif de démo-élitiste. Deuxième moment de mon exposé, je pense que je serai dans les temps, le moment colloque d'Amiens de mars 1968, 15-17 mars 1968. Vous avez sous les yeux un extrait du livre d'or de ce colloque d'Amiens. Si évidemment la photo était grossie, vous pourriez y reconnaître la signature de Jean Hassenforder d'un côté, de Bertrand Giraudelin de l'autre,
qui étaient présents au colloque parmi les 600 participants, enseignants, partisans de l'éducation nouvelle, mais aussi administrateurs et ministres. Je vais en parler. Sur l'autre image, vous avez une photo de la Maison de la Culture d'Amiens, inaugurée en 1966, c'est une photo plus récente, hein, et où s'est tenu ce colloque devenu mythique dans la mémoire éducative. Colloque tenu à l'initiative de l'Association pour l'expansion et l'étude de la recherche scientifique. Donc plus de 600 participants, je l'ai dit, parmi lesquels il y avait notamment Pierre Bourdieu. Participants, tous convaincus, je crois qu'on peut le dire, de la nécessité, après la première explosion scolaire, pour citer ici une expression due à Louis Cros, d'adapter la pédagogie à la nouvelle organisation du système et au nouveau public, après les réformes structurelles de 1959 et 1963. Les travaux du colloque ont été précédés par plusieurs enquêtes sociologiques, notamment. Certaines ont été publiées, comme celle sur les enseignants du second degré, à laquelle a participé notamment de manière très active Viviane Isambert-Jamati. Et vous avez le sommaire de ce document. Les travaux du colloque ont gravité autour de 5 grandes questions touchant aux finalités de l'enseignement, à la formation culturelle de l'individu, à l'évolution des structures des établissements, à la formation initiale et permanente des maîtres, point central, à l'innovation et à la recherche en éducation. Le rapport final paraîtra chez Duno en 1969 sous le titre « Pour une école nouvelle ». Alors, parmi les propositions formulées par les congressistes, j'en retiens quelques-unes à titre emblématique et pour simple rappel. L'école ne doit pas être un atelier de transmission de connaissances, mais une société modèle offrant l'image de la société future. L'établissement scolaire, société future idéale, idéalisée bien sûr, l'établissement scolaire, fondé sur une pédagogie active et des relations interhumaines plus confiantes, doit devenir un centre culturel ouvert sur l'extérieur. La formation des maîtres doit en finir avec la coupure premier-second degré, être universalisée pour tout le monde et dispensée dans un centre universitaire de formation et de recherche en éducation à raison de 1 par académie. On voit que c'est assez anticipateur. La recherche en éducation doit être encore amplifiée grâce à l'Institut pédagogique national, mais aussi par la création d'un nouvel organisme scientifique, éventuellement rattaché au CNRS. Donc voilà, rappel de ces propositions novatrices et dont on peut dire qu'elles sont inspirées d'idées issues de l'éducation nouvelle, sinon de l'éducation nouvelle directement. Ce que l'on sait un peu moins, et sur quoi j'ai récemment travaillé aux archives, c'est que, à ce colloque, donc Alain Peyrefitte a prononcé un discours allant tout à fait dans ce sens, et que dans le court moment qui va du 7 avril 1967 au 28 mai 1968, c'est-à-dire son ministère, le ministère lui-même allait en partie dans le même sens, et qu'une convergence aurait pu s'opérer, ce que a analysé notamment Antoine Pro, j'y reviendrai. Alors, entendez-moi bien, et notamment les collègues français, je ne suis pas en train de faire ici d'Alain Peyrefitte un militant de l'éducation nouvelle. Il a laissé dans l'histoire une trace d'un conservateur, pour ne pas dire d'un réactionnaire. Mais en éducation, il était sur une ligne différente. Il était lui-même fils d'enseignant, militant éducatif, militant progressiste. Il a été marqué dans sa formation par son expérience anglaise. Donc,
quand il arrive au ministère, il est porteur d'idées pédagogiques transformatrices. Alors, il a une feuille de route, mais par ailleurs, lui, il porte la pédagogie, ce que De Gaulle relativise, bien entendu. Mais dès son arrivée au ministère, comme en attestent les archives, il a installé un groupe de travail officieux chargé de réfléchir aux questions pédagogiques. Ça, on le sait moins, car il y a eu ensuite une commission de la rénovation pédagogique. Ce groupe, qui se réunit chaque semaine, officieusement donc, de mai 1967 à janvier 1968, a élaboré une synthèse en 27 points, non rendue publique à l'époque. Parmi ces points, priorité à l'éducation sur l'instruction, priorité à l'orientation et à la formation professionnelle, nécessité de la rénovation pédagogique, création pour chaque groupe d'élèves d'une équipe d'enseignants animée par un coordonnateur, importance accordée à l'audiovisuel, préoccupation pour les rythmes scolaires, importance du renouvellement de la formation des maîtres. Alors ces points serviront de point d'appui à la très officielle commission de rénovation pédagogique, présidée par le recteur Henri Gautier, mise en place celle-là à partir de février 1968, avec notamment Louis Legrand pour le secteur du premier degré, Lucien Géminard pour le secteur enseignement professionnel, et puis Jeanne Dejean, militante des éclaireurs, pour le secteur du premier cycle. En tout état de cause, dans son discours de clôture du colloque d'Amiens, Alain Peyrefitte ne se contente pas de généralités, mais annonce des mesures concrètes, opérationnelles à court terme. Dans chaque établissement, un établissement témoin de premier degré, dans chaque académie, un établissement témoin de premier cycle. Déjà, nous mettons sur pied un calendrier de stage, de façon que les équipes soient en place dès septembre 68. Dans chaque académie était également prévu un institut de formation des maîtres, lieu de rencontre et de réflexion, centre de recyclage, laboratoire de recherche. Autrement dit, un certain nombre de dispositions appelées de leur vœu par les rénovateurs d'Amiens. Tout ceci percuté, comme on le sait, par les événements de mai, et qui n'a pas vu le jour dans la séquence immédiatement suivante. Antoine Pro a ainsi pu souligner dans un entretien avec Yves Verneuil que les réformes étaient prêtes, ajoutant que l'événement flamboyant de 1968 a finalement condamné, en le magnifiant, le mouvement réformateur qu'il avait préparé. En fin de compte, la position tant révolutionnaire que réactionnaire aurait eu raison de l'officialisation d'une rénovation pédagogique en quelque sorte transpartisane. Alors j'ai tenté de montrer pour ma part qu'en raison d'une série de doubles liens, partiellement contradictoires entre eux, avec De Gaulle d'une part, avec Pompidou d'autre part, Peyrefitte était dans une situation complexe qui ne lui aurait sans doute pas permis d'aller jusqu'au bout. Et là, j'ai une archive qui est difficilement lisible, mais qui montre la note du conseiller Henri Domergue, agrégé de lettres, beau-frère de Pompidou, adressée au Premier ministre Georges Pompidou, et lettre à l'intention de Peyrefitte, afin de l'alerter sur les répercussions, sous-entendues négatives, de la rénovation pédagogique. Quoi qu'il en soit, concernant cette séquence, on peut dire que le consensus relatif et sans doute provisoire sur les normes pédagogiques nécessaires à un système éducatif démocratisé a été percuté de plein fouet et stérilisé par le conflit de normes politiques irréductibles et surdéterminants entre la Révolution, même si celle-ci était largement illusoire et de surface, et la conservation. Troisième temps, le moment, rapport Legrand, pour un collège démocratique, décembre 1982. Donc, comme vous le savez, à l'arrivée de la gauche au pouvoir sous la Ve République, confronté à l'échec pédagogique de ce qui était censé être le collège unique, le ministre Alain Savary charge Louis Legrand, très imprégné des idées de l'éducation nouvelle, membre du Parti socialiste, ex-directeur de la recherche à l'INRP, d'une mission sur l'amélioration du fonctionnement des collèges.
Bon, celle-ci porte sur la continuité CM de 6e, la conception d'une aide pédagogique cohérente, la réduction des filières, l'ouverture de l'école sur la vie de la cité, etc. Outre mes propres écrits, je me réfère ici principalement, et de manière très synthétique, elle m'en excusera, à une étude de Catherine d'Horizon et à des ouvrages de Louis le Grand lui-même. Alors pour mettre en œuvre sa mission qui va déboucher sur son rapport pour un collège démocratique, remis en décembre 1982, Legrand s'appuie sur les résultats des enquêtes qu'il a menées quand il était à l'INRP. Ces expérimentations ont été conduites selon les principes de la recherche-action, supposant la constitution de groupes d'élèves, collège expérimental, confronté à un groupe témoin, collège traditionnel, etc. Donc des principes qui s'inspirent de la scientificité, et on a vu que l'éducation nouvelle, les idées inspirées de l'éducation nouvelle sont traversées également par cette référence à la scientificité. Catherine d'Horizon établit à juste titre un lien entre cette façon d'expérimenter et la conception de la recherche telle qu'elle était développée au colloque d'Amiens. Significative également la citation qu'elle fait de notre regretté collègue Danielle Manès, chercheuse en sciences du langage, quant à l'articulation entre éducation nouvelle et pratiques déjà mises en œuvre dans l'institution. Danielle Manès disait en effet, toutes les recherches-actions se sont appuyées initialement sur l'observation puis la mise en valeur de ce qui se passait déjà dans les établissements de manière confuse et ponctuelle. À partir des constats établis sur la base de ces expérimentations et des travaux du membre du groupe du pilotage, Louis le Grand élabore des propositions de réforme dont je ne retiens que les plus détonnantes, avec ce que certains appellent la grammaire scolaire dominante. Bon, vous les connaissez, je vais vite. Rupture avec le principe de la division en classes, organisation d'ensembles hétérogènes de 104 élèves comportant des divisions de base de 26 chacune, à géométrie variable selon les besoins des élèves en français, mathématiques et langue vivante. Évaluation formative, travaux sur projet, institution d'un tutorat. Le tuteur est un professeur qui prend en charge plus spécialement, sur un plan psychologique, 12 à 15 élèves pendant une année. Et le professeur de collège est formé à une famille de disciplines. Il a au moins en 6e et 5e une polyvalence d'exercices. Et au total, dans le projet de Louis le Grand, cela fait 22 heures pour tous les enseignants, 16 heures d'enseignement, 3 heures de tutorat, 3 heures de concertation, sans distinction entre les certifiés et les agrégés, et encore à l'époque les PEGC. Pour le ministre, comme pour le chercheur, aucune réforme ne saurait réussir sans faire l'objet d'une appropriation par les acteurs, d'où des consultations départementales mises en œuvre dès février 1982. Je ne m'attarde pas sur le fait connu que les propositions substantielles de réforme n'aboutirent nullement et que, ultérieurement, ce qui fut appelé rénovation des collèges prit un tour très aseptisé. Pour Louis le Grand, ces propositions, seules aptes à transformer vraiment le sens et la nature du collège, ont été victimes d'une conjonction de facteurs négatifs. Il les décrit ainsi dans Pour un homme libre et solitaire, sous-titre L'éducation nouvelle aujourd'hui. Mon rapport est enterré, dit-il, sous la pression du SNES et de la rigueur budgétaire, en plus des pressions modératrices de l'Élysée. Il convient de réformer sans réformer et de le faire sans heurter les conservatismes. Et, ajoute-t-il, le coût doit être constant. Son constat désabusé est confirmé par la considération de ce qu'ont été, selon lui, les traces largement dénaturées qui ont fait suite à ces tentatives. Je le cite à nouveau. Le tutorat s'est transformé en études dirigées. L'interdisciplinarité a donné aux thèmes transversaux, initiative intéressante, mais d'emblée stérilisée par le parti de les traiter disciplinairement. Et il regrette aussi l'absence d'une recherche approfondie demandée par son rapport sur la différenciation de la pédagogie. Alors, excusez-moi.
quelle analyse peut être faite de cette tentative avortée de changer en profondeur le maillon collège à la conjonction de convictions ancrées dans l'éducation nouvelle, ancrées dans le souci scientifique, on l'a vu, et le désir, je reprends là le slogan du Parti socialiste de l'époque, de changer la vie par l'école. C'est le thème développé par Louis le Grand. À suivre au plus près les arguments de Louis le Grand lui-même, je relève d'abord qu'il ne cède pas totalement à la vision des enseignants tous conservateurs, acceptant de noter sur la durée que, je cite, « l'évolution des comportements des acteurs, maîtres et élèves, existe, ainsi que celle des contenus enseignés. » À l'occasion de cette remarque incidente dans le texte de Louis le Grand, il est possible d'évoquer ce que disait à la même époque, à peu près au même moment, Philippe Pernoud, notre collègue suisse. Il serait absurde, disait Philippe Pernoud, de ne pas voir dans le système éducatif qu'une partie des enseignants a les mêmes valeurs et poursuit des projets proches ou qui présentent au moins certaines convergences avec l'éducation nouvelle. Et on retrouve là l'inspiration de Daniel Hamlin que je citais tout à l'heure. Mais sur le fond, l'argument de Legrand est le suivant. C'est, dit-il, à la persistance du style de notre école, à la vulgate sur l'éducation régnant chez une majorité de professeurs et de parents, que doivent être imputées les raisons principales de l'échec réformateur. Il converge en cela avec ce que disent les chercheurs américains Tiak et Tobin quand, dans leur article The Grammar of Schooling, Why has it been so hard to change? Et à propos d'un siècle de réformes états-uniennes, ils s'interrogent sur l'impossibilité de transformer la matrice des conceptions scolaires implantées dans la majorité des esprits, donc la Grammar of Schooling, la réputée vraie école, real school. Alors, quel conflit de normes voit-on se profiler spécifiquement dans la séquence échec de la réforme Legrand? Concernant les enseignants, alors majoritairement situés à gauche, un conflit entre leurs convictions politiques formellement favorables à la démocratisation et des normes pédagogiques dominantes, normes soit fortement théorisées par les uns vers le côté traditionnel, soit adoptées par facilité, parce que la pédagogie traditionnelle est plus aisée à mettre en œuvre. Le tout étant surdéterminé par des intérêts corporatifs qu'on ne peut pas négliger ni balayer d'un revers de main. Au-delà des seuls enseignants, on peut aussi alors parler, me semble-t-il, de réactualisation d'un conflit de normes entre écoles projetées, souhaitées, idéalisées, sinon idéales, et vraie école, real school, comme disent sur un mot critique Tiak et Tobin. Dernier moment, et je serai dans les temps pour ma conclusion, je pense, le moment TPE qui se situe au tournant des années 2000 et qui a duré jusqu'en 2019. TPE, travaux personnels encadrés. Le point 27, l'image est faiblement lisible, je vous prie de m'en excuser, du rapport « Quel savoir enseigner dans les lycées » remis par Philippe Mérieux au ministre Claude Allègre en 1998, stipulait « Il est créé une épreuve sur dossier personnel interdisciplinaire, regroupant les approches d'un même thème à travers des champs disciplinaires différents. » Alors, cet esprit de l'interdisciplinarité
présidait déjà au TIPE, créé pour les élèves des classes préparatoires aux grandes écoles, qui avaient une épreuve de ce type, désormais, au concours d'entrée. Et cet esprit de l'interdisciplinarité avait aussi été encouragé pour le collège, sous la forme des ateliers de pratique, par le Conseil national des programmes, dès le début des années 1990. J'avais aussi une archive, mais elle n'apparaît pas dans le document. Le CNP soulignait les nouvelles attitudes chez les élèves qui ainsi observent et font, agissent et décident en situation réelle, prennent des initiatives, planifient, coopèrent, deviennent créatifs, se révèlent. Alors, je ne vais peut-être pas détailler tous les aléas auxquels ont été soumis les TPE, d'abord expérimentés en 1999-2000 en classe de première, puis implantés en classe terminale, puis supprimés de la classe terminale en 2005 sous un autre ministère, officiellement pour des raisons d'économie, mais en même temps rendus obligatoires en première, sous forme d'épreuves obligatoires anticipées à partir de 2006. Leur suppression définitive sera actée en 2019, donc tout récemment, à l'occasion de la réforme du bac. Les aléas survenus au cours des quelques 20 années d'existence des TPE montrent à leur tour assez les accommodements et les difficultés entre esprit inspiré de l'éducation nouvelle, si on veut bien le reconnaître dans les dispositions qui président au TPE, et institutions d'État. Elle décline, à mon sens, une autre modulation du conflit de normes. Alors, au moment de la création, au tournant des années 2000, les documents archivés de la DESCO, consultés aux archives nationales, insistent sur le fait que les TPE représentent une approche pédagogique nouvelle, répondant aux attentes des élèves et des enseignants, telles que décrites dans le rapport Mérieux. Interdisciplinaires, les TPE doivent aboutir à une réalisation concrète, donnant lieu à une présentation écrite et à une communication orale finale. Le document de mars 2000 auquel je me réfère met l'accent sur cet élément novateur de la réforme des lycées. Stimulation et une attitude active des élèves par une production personnelle relevant d'un travail de recherche. Alors, j'ai ici, malheureusement, le PowerPoint n'a pas bien fonctionné, mais j'ai ici photographié les listes de thèmes nationaux proposés par série aux élèves pratiquant les TPE. Et je dois dire que même s'il y a un cadrage national qui n'est pas contradictoire avec la recherche d'autonomisation des élèves, ce qui est proposé dans ces documents est extrêmement riche. Je n'ai pas le temps de le développer, mais par exemple dans la série littéraire, malheureusement la photo n'apparaît pas, mais sous le thème frontières, on trouve des choses extrêmement diverses, extrêmement intéressantes et très possiblement heuristiques. Bref, avec les TPE, un souffle nouveau semble passer sur une partie de l'institution, apte à changer les attitudes et comportements des acteurs, enseignés et enseignants, au moins une partie de ces derniers. Comme le dira dans Le Monde du 10 juin 2019 Claude Garcia, professeur de sciences économiques et sociales, en déplorant leur disparition, « J'ai beaucoup appris avec les TPE grâce aux élèves. Ils m'ont amené sur des territoires intellectuels que je connaissais mal ou très peu. J'ai vu également des élèves révélant des qualités d'initiative et d'originalité qui étaient étouffées dans le cadre disciplinaire traditionnel. » Donc, un partisan farouche qui déplore leur disparition. Alors, les remontées académiques qu'on avait pu observer lors de la mise en place des TPE dans les années 2000, alors j'ai un peu regardé les archives et je vois des rapports très favorables d'une inspectrice d'académie d'Amiens, du comité de suivi de l'académie de Créteil, qui fait des critiques, mais qui, quand même, est tout à fait favorable au TPE. Alors, des critiques qui peuvent rejoindre
la thèse qui a été récemment développée, et là il y a débat pédagogique autour des idées inspirées de l'éducation nouvelle et de leurs effets en termes de démocratisation. Il y a un débat dans lequel est intervenu récemment Stéphane Vaquero avec sa thèse Réussir ces TPE, une sociologie de la domination scolaire et culturelle au sein des dispositifs pédagogiques du lycée. Donc vous voyez, il y a aussi des critiques sur les effets démocratisants ou non de ces dispositifs. Je n'ai pas le temps de développer ici. Cette thèse a été publiée sous la forme d'un livre aux éditions La Dispute en 2022. Alors, toutes les remontées académiques de 2001, plutôt à tonalité positive sur les TPE, ne manquent pas de souligner cependant un conflit de normes en train de s'installer, notamment autour des modalités d'évaluation. Un professeur de Clermont-Ferrand écrit à un inspecteur d'académie qui le fait remonter au ministère à propos du changement d'optique de l'évaluation qui était annoncé par lui comme professeur aux élèves comme une évaluation très largement formative et à laquelle le professeur participait et avait la principale responsabilité. Quelques semaines avant, transformation, la note sera attribuée par un jury et elle sera véritablement sommative. Et ce professeur concluait sa lettre en disant quelle place est laissée aux productions qui sortent un peu de l'ordinaire, vidéo, audio de longue durée, pièces de théâtre, conférences. Et à propos de l'évaluation, on voudrait tuer l'esprit des TPE qu'on ne s'y prendrait pas autrement. Donc là, il y a un conflit de normes où on aurait pu penser que l'initiative étant passée par le relais de l'administration elle-même, les ajustements entre deux cultures allaient réussir à s'opérer. Tout se passe alors comme si, à travers généralisation, obligation et surtout nature modifiée de l'évaluation, la forme scolaire dominante, le processus de scolarisation, la grammaire scolaire, grammar of schooling, ancestrale, venait recouvrir et stériliser les espérances de transformation. Conflit de normes spécifié ici entre un texte initial qui définit les TPE comme démarche de recherche visant à l'autonomisation dans une perspective essentiellement formative et un glissement effectif vers une épreuve finale devant jury, favorisant le retour à des productions plus conventionnelles dans le cadre d'une évolution strictement sommative. Difficile de ne pas y voir les effets du processus de scolarisation, aseptiseur de toutes les activités dont il s'empare, et dont la philosophe Jeannette Colombel, certes dans un contexte très particulier, celui de l'après 68, a pu dire que par lui, l'échec est la règle, la réussite l'exception, et que, neutralisé selon la méthode éprouvée de la scolarisation, plus rien n'est corrosif. J'en viens à ma conclusion, et je serai dans les temps, car nous avons commencé un peu après 9 heures, et je vais m'expliquer sur mon titre de l'effet Guépard au phénix impératif. Alors j'en viens pour conclure à ma petite ménagerie d'animaux réels et fabuleux, avec le guépard. En fait, guépard avec un G majuscule, vous vous en doutez, car c'est devenu un lieu commun. Je me réfère à la célèbre phrase tirée du roman de Lampedusa, mise dans la bouche du jeune Tancredi, et ainsi traduite par Fanette Pézard, traduction de 1959, ce n'est pas la première de couverture que vous avez sous les yeux. Si nous voulons que tout reste pareil, il faut que tout change. Bon, c'est aussi une phrase centrale du film de Visconti, bien sûr. À vrai dire, à propos des points de réforme pédagogique que j'ai évoqués, plus ou moins tués dans l'œuf, selon l'expression d'Antoine Pro, une finalité maligne ne pouvant être systématiquement supposée à l'œuvre, il faudrait transformer en question l'affirmation de Tancrède. Ce serait la transformation suivante. Le constat étant fait que tout reste pareil, pourquoi s'évertuer à changer et à vouloir inventer et expérimenter des dispositions nouvelles? En somme, à quoi bon? Puisque, au terme de nombreuses tentatives répertoriées, ce que j'appelle effet Guépard reprendrait
toujours le dessus. Constat désabusé, décevant des mobilisateurs. On en a un peu des formes chez Roger Gall et Louis Legrand, hein, mais partiel et partial, si nous prenons en considération les traces néanmoins toujours laissées par ces transformations dans le système officiel et les germes qu'elles y déposent. Et ici, je renvoie à l'optimisme relatif de Georges Berthier. Et je rejoins à nouveau l'auteur américain David Tiak, associé cette fois à Larry Cuban, lorsque dans leur ouvrage non encore traduit qu'ont cité Rita et Bernard mercredi, Tinkering Toward Utopia, et qu'on pourrait traduire bricoler dans la direction de l'utopie, un siècle de réformes scolaires publiques, ces auteurs concluent, bien que de telles réformes aient fini par s'éteindre avec le temps, elles ont à leur sommet d'intensité donné de l'énergie tout à la fois aux enseignants et aux élèves. Et ces chercheurs renvoient à un ouvrage de leur collègue Jenny Oakes, paru en 1985, qu'on pourrait traduire, mais ce n'est pas traduit en français non plus, par « garder des traces », à partir de quoi il est possible de ne pas désespérer. C'est là que je rencontre mon autre animal, fabuleux celui-là, hein, sous la forme de cette personne ailée qui renaît sur la photo, le phénix, promis toujours à revivre après s'être consumé. Et je réinvestis ici une image qui a été employée, je crois, par Daniel Hamlin, mais aussi par Rita et Bernard quand ils ont parlé à la fin de leur exposé de flammes, et Philippe Mérieux à la fin du sien, en reprenant une phrase, un syntagme de Castoriadis, foyer mythologique. C'est bien cette image du feu qui se régénère, qui se renouvelle après avoir été détruit, et on pourrait faire référence ici à Bachelard, et assimiler à l'éducation, à ce phénix, l'éducation nouvelle, dont la mission est de constamment renaître pour soumettre à la critique féconde le système installé, l'imaginaire scolaire dominant. Quelques mots, si vous me permettez encore, je suis encore dans les temps de l'heure qui m'était impartie, d'accord avec cette proposition, mais ne serait-elle pas alors une simple caution pour mieux perpétuer le tout reste pareil, justement. Et hier, Sylvain a utilisé cette formule, la marge tient la page. Voilà, mais elle permet aussi à la page de se perpétuer sous sa forme, pas identique, mais sous sa forme dominante. On aurait affaire alors à une ruse de la raison pédagogique, telle que décrite par Jean Housset. La pédagogie traditionnelle, empruntant parfois et même souvent les habits neufs de la pédagogie et de l'éducation nouvelle, pour mieux continuer à s'imposer. Je crois que l'on peut néanmoins encore réviser, sinon renverser cette vision dans une direction plus optimiste. Un exemple de la porosité entre système d'État et implantation en son sein de pratiques issues de la mouvance éducation nouvelle, nous a été présenté hier par Bérangère autour des idées venues de Maria Montessori, mais aussi autour d'expériences que relate notre collègue Yves Retter dans son ouvrage de 2007, Une école Freinet, fonctionnement et effet d'une pédagogie alternative en milieu populaire. Alors sont montrés dans cet ouvrage à la fois la possibilité de transformation et la série de conditions nécessaires à un échange positif entre les deux cultures pédagogiques. Conditions évidemment que je n'ai pas le temps de détailler, mais qui sont très importantes et mettent l'accent sur la force du local, la force des politiques locales et la force aussi, l'importance des passeurs, membres de l'administration, faisant dialoguer les deux cultures. Alors, il me semble que c'était déjà en partie la leçon des classes nouvelles, et cela même dans le cadre d'un texte officiel national. Alors, dans les exemples, et je termine vraiment, jalonnant le petit parcours historique que je vous ai proposé, qui j'espère n'a pas été trop lassant, le conflit socio-politique, qui me paraît au total surplombant,
et je ne suis pas original en disant cela, est celui qui oppose les finalités implicites du système d'État inféodé à une forme scolaire foncièrement chargée de la sélection sociale, pas que, mais foncièrement, et les finalités de l'éducation nouvelle qui supposent, malgré ou dans leur diversité politique et idéologique qu'on a vu, un type de sociabilité dégagé de la concurrence interindividuelle et de la pression évaluative permanente. Une autre vision de l'homme, non réduite à sa fonction économique. Et on peut renvoyer ici à Louis le Grand. Alors bien sûr, la réalité n'est jamais aussi simple. Des percées de la seconde orientation dans la première s'avèrent possibles, comme on l'a vu, appelant à la création et recréation locale des conditions du changement par les acteurs. Parfois en s'emparant des opportunités offertes par des textes nationaux officiels, ou en faisant naître ces opportunités par le bas, comme le notait Daniel Manès. Mais cela, toujours sous le signe du phénix, et contre les ruses du guépard. S'il n'y avait pas contradiction ici à parodier un des traités les plus contraignants et appartenant à l'enseignement sans doute le plus traditionnel, mais la contradiction est partout, et elle est le moteur de la réalité, pourrais-je dire en vieil hegelien, je pourrais parodier ce vers de l'art poétique de Boileau, et cet heureux phénix, celui de l'éducation nouvelle, est toujours à retrouver. Merci de votre attention et de votre patience.